Nous allons parler lors de cette présentation donc, vraiment du consommateur, de vos clients, et aborder justement donc, cette question menace ou bien opportunité. Alors, qu'est-ce qui déclenche l'achat? Alors bien entendu, donc en tant que l'ASCOM, on s'est posé donc cette question pour justement en fait vendre notre produit. Et pour vendre notre produit, on a été également en fait obligé de bien comprendre quelles étaient vos problématiques et donc quel challenge vous deviez relever pour justement en fait pouvoir faire en sorte qu'un de vos produits ou que l'ensemble de vos produits plutôt soit un véritable succès. Donc à la base, en fait, cette slide représente donc la différence justement en fait entre le B2B et le B2C, c'est-à-dire que en fait dans le monde du B2B, en gros, la prise de décision est plutôt basée en fait sur des choses plutôt rationnelles, alors que dans le monde du B2C, de plus en plus, la prise de décision va être plutôt déclenchée par une émotion. C'est vrai que lorsqu'on achète en fait un produit, c'est plus par envie que par nécessité. Et donc ça représente un sacré challenge, hein, que ce soit dans le monde de l'agroalimentaire ou de la cosmétique, puisque en fait on va être confronté, ou vous allez être confronté notamment à des réactions de plus en plus aléatoires. Lorsqu'on sait justement en fait que donc il y a plusieurs études qui ont démontré qu'il y a différents profils de clients, donc entre le profil VIP qui lui va rechercher vraiment en fait des produits ultra personnalisés, des profils plutôt enquêteurs qui va rechercher toutes les informations et toutes les caractéristiques du produit. C'est extrêmement difficile pour les équipes marketing de concevoir un produit gagnant. Donc évidemment, dans notre histoire, on a plutôt été confronté à la partie rationnelle du développement de produits. Et cette année, pour la première fois, enfin l'année dernière, pour la première fois, avec Moët Hennessy, on était confronté à quelque chose de nouveau pour nous. C'est que c'était un produit alimentaire, certes, mais il n'y avait pas de formulation. Heureusement, on n'a pas envie que le cognac change de formule, etc. Ni le vin ne change de formulation, ni le champagne. Et donc, en fait, l'essentiel de la problématique de Moët Hennessy, c'était l'expérience de l'utilisateur à travers le packaging. Et donc, clairement, pour la première fois, ils nous a menés avec eux sur la partie de droite, à savoir concevoir les définitions du produit, mais en prenant en compte fortement les aspects B2C à nouveau. Donc, qu'est-ce qui change également? C'est donc la révolution digitale. Donc, tout le monde a bien remarqué justement que le consommateur prend de plus en plus le pouvoir, et cela s'explique notamment en fait grâce à Internet, aux réseaux sociaux. Lorsqu'on voit notamment par exemple que lorsqu'on achète un produit, on va pouvoir retrouver toutes ces évaluations au niveau des réseaux sociaux, on va en fait promouvoir ou à l'inverse critiquer un produit. C'est vrai qu'en fait nos clients sont confrontés vraiment à cette difficulté qui est de maîtriser son image de marque dans un contexte difficilement justement maîtrisable. Donc là c'est justement une représentation donc de deux égéries. On voit bien qu'il y a une grande évolution, notamment entre 2011 et 2016. Au départ on avait en fait l'image très glamour d'une grande actrice que tout le monde connaît. En 2016, une marque de cosmétiques a choisi comme égérie donc un youtubeur qui fait donc des présentations de make-up, des tutos, pour représenter justement sa marque. Donc on voit bien en fait qu'on a un gros changement qui est lié, donc, comme je l'ai expliqué, à ce bouleversement donc, digital. Donc maintenant, l'ASCOM dans tout ça et surtout le PLM. Donc comment le PLM va pouvoir vous aider donc à réaliser, à relever ces différents défis. Donc on l'a expliqué tout à l'heure, hein, ce qui est extrêmement important maintenant et plus que jamais, c'est de bien prendre en compte tous les inputs des clients, que ce soit au travers des réseaux sociaux, que ce soit au travers donc, des évaluations sur les sites de e-commerce, etc. En fait, ces informations sont primordiales pour les équipes marketing lors de la conception et lors donc, de la vision produit. Donc,
Ensuite, donc donc là on est plus sur un schéma que vous connaissez tous. Donc le PLM va également vous permettre donc de suivre vraiment en fait tout le développement du produit, donc de la génération du brief jusqu'à sa mise sur le marché. Mais ce qui est important également, et ce vers quoi en fait on va vraiment de plus en plus s'orienter, c'est cette possibilité de revenir, d'avoir un feedback, c'est-à-dire qu'une fois que le produit a été mis sur le marché, récupérer justement donc, des informations par rapport notamment aux ventes, par rapport au succès, pour réadapter donc, le plan marketing. Alors, rappelez-vous notre petite introduction de tout à l'heure sur l'intelligence collective, où la première planche présentait des nouveaux profils de communautés, des gens qui sont évangélistes, ceux qui vont typiquement proposer des idées nouvelles, des gens qui sont plutôt des guides. Là, on parlait justement avec Moet Hennessy d'un cadre réglementaire que l'on espère poser avant même le développement du produit. Si on veut se lancer sur un nouveau pays ou un nouvel usage du produit, on espère que des gens un peu experts nous posent un cadre réglementaire en disant voilà, il va y avoir ça, 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 ça et ça à faire avant de partir. Donc un rôle de guide. Et d'autres rôles comme ce qu'on appelle les enquêteurs, qui sont les gens qui vont justement, en fin de vie d'un produit, essayer de décortiquer ce qui va, ce qui ne va pas, etc., afin de préparer la prochaine génération. Donc on retrouve ces rôles de réseaux sociaux, entre guillemets, de plus en plus impliqués à tous les niveaux dans l'application. Donc concrètement, quels vont être les challenges, notamment des équipes marketing, des gens vraiment liés au business de l'entreprise? Ça va être tout simplement de bien comprendre et bien capter toutes les nouvelles tendances pour justement pouvoir donc proposer un produit qui va être suffisamment attractif et qui va plaire donc à l'ensemble des consommateurs. Pour cela, donc, l'ASCOM propose bien entendu donc, une solution qui va permettre, dans un premier temps, donc, déjà de centraliser toute cette information. Puisque, donc, comme vous l'avez compris, cette information est souvent très éparpillée. On a de plus en plus de volume. Donc là où on va pouvoir vous apporter des solutions, c'est justement donc, dans la centralisation et dans la structuration de ces informations pour permettre aux équipes marketing d'avoir ces inputs dans la conception des produits. Bien entendu, donc, ce qui est important, c'est bien d'avoir des idées, d'avoir capté les nouvelles tendances, mais c'est également d'identifier les projets les plus stratégiques. Donc là, en fait, ce qui va permettre d'aider les équipes métiers, ça va être d'avoir des indicateurs, d'avoir des notations, des tableaux de bord, notamment qui vont permettre d'avoir une vision plus macro et plus analytique pour bien identifier donc, les idées les plus intéressantes et prioriser donc, les différents projets. Et bien entendu, donc on est dans un monde qui bouge de plus en plus vite. Les tendances d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes que celles d'hier et celles de demain. C'est vrai qu'on se retrouve avec un temps de mise sur le marché de plus en plus court, d'où la nécessité de maîtriser vraiment toute la collaboration au sein de l'entreprise et l'ensemble des process. Donc là, juste une petite vidéo qui présente donc, le module business. Donc une page dédiée au projet dans laquelle on va vraiment regrouper toutes les informations intéressantes, notamment donc, les tableaux de bord. On passe en fait d'une vision vraiment très macro et ensuite on le verra par la suite. On va rentrer de plus en plus dans le détail. Donc des tableaux de bord qui, comme je l'ai expliqué, vont permettre notamment d'identifier les projets les plus intéressants, donc avec un fameux diagramme à bulles qui permet donc de savoir quels sont les projets stratégiques. D'autres exemples de rapports tels qu'une vision macro donc, sur les différents projets pour notamment identifier par exemple en fonction de la date de début et date de fin prévisionnelle quels vont être les mois où je vais avoir une surcharge, est-ce qu'il ne faut pas que je décale certains projets pour pouvoir vraiment mettre sur le marché mon produit. Donc là vous avez
une vision un peu plus détaillée. Donc là, je rentre vraiment en fait dans les processus de chaque projet, c'est-à-dire quels sont les différents jalons et où est-ce que j'en suis pour chacun des projets. Donc encore une fois, ce ne sont que des exemples. L'objectif, c'est simplement en fait de bien comprendre que à partir du moment où on va pouvoir vraiment structurer toute cette information, derrière, le responsable marketing, les gens du business vont avoir la possibilité donc d'avoir des représentations graphiques qui vont les aider notamment à prendre des décisions ou bien donc à faire face à des contraintes, des retards, etc. Donc la fiche projet dans laquelle justement je retrouve donc notamment des indicateurs avec une représentation donc sous forme de diagramme araignée. Avec les différents critères donc, du projet. Je vais bien entendu avoir également l'équipe projet juste en bas. Je peux également bien entendu gérer au niveau du projet des informations concernant le budget, concernant les risques, mais surtout donc le processus avec les macro-étapes qui vont être donc associées à mon projet, donc rouge velouté sans transfert. Yannick en a parlé tout à l'heure, donc le fameux dossier courant. Donc le dossier courant est d'autant plus intéressant dans ce cas d'utilisation, c'est-à-dire que lorsqu'on gère un projet en fait est composé d'un certain nombre de choses, notamment lorsqu'il s'agit d'une gamme, puisqu'une gamme en fait va comporter différents produits. L'avantage, c'est qu'on va pouvoir en fait naviguer, on le verra tout à l'heure, au sein des différents produits pour justement en fait consulter l'avancement des projets. Il s'agit du processus qui est associé donc à la gamme. Comme vous pouvez le voir, en fait, tout à l'heure au niveau du projet, on était vraiment uniquement sur des jalons. Cette fois-ci, donc au niveau de la gamme, on a tout un ensemble en fait de tâches qui vont être associées vraiment donc à la définition du brief, à la faisabilité, et donc chacune des tâches va être déclenchée de manière automatique. Un autre élément très important dans la gestion de projet, c'est donc la visualisation sous forme de diagramme de Gantt. Donc celui-ci est mis à jour en temps réel et permet notamment de savoir quand est-ce qu'il y a eu des retards, est-ce que je suis dans les temps, etc. Et donc là, on navigue, donc en dessous de la gamme, on a une déclinaison de produits. C'est vrai qu'on l'a souvent en fait dans le secteur de la cosmétique, mais on l'a également au niveau des produits alimentaires, notamment lorsqu'on est par exemple sur du yaourt qui va être décliné sous différents arômes. Bien souvent, au niveau du projet, en fait, on gère vraiment le projet de la gamme dans sa globalité. Et c'est extrêmement important en fait de pouvoir suivre l'avancement, sachant que chaque élément va avoir son propre cycle de vie et son propre processus. Donc là, justement, si on clique sur l'un des produits, donc la teinte numéro 1, on va voir en fait que on a un processus qui va être directement associé et peut-être que ce produit va avancer plus vite que l'autre. Par contre, moi, en tant que chef de projet, je dois m'assurer que donc mon projet global, je vais pouvoir en fait mettre sur le marché toutes mes teintes conformément à la date prédéfinie. Je crois que c'est bon. Oui. Tu peux. Ah oui, d'accord. Non, c'est bon. C'est l'autre slide. C'est l'autre slide. Donc de manière plus simplifiée, on va dire, voilà en gros ce qu'on a voulu représenter au travers de la démo et ce qu'on retrouve en fait à chaque fois chez nos clients. C'est-à-dire que en fait on va avoir un processus qui n'est ni vraiment en série ni vraiment en parallèle, puisque lorsqu'on gère un projet, on va avoir en fait différents éléments, donc à la fois donc, la recette, le packaging, les matières premières, etc. Et chaque élément va avoir son propre cycle de vie, sauf que lorsque je vais gérer mon projet dans sa globalité, en fait, je vais avoir vraiment des jalons et des tâches un peu transverses, puisque avant, par exemple, de lancer l'attribution auprès du fournisseur pour un produit, je dois bien entendu en fait m'assurer que j'ai validé le produit. Donc là, c'est pas forcément en fait le processus de tout le monde, c'est simplement pour représenter que tout est entrelié et qu'on est dans l'obligation de pouvoir gérer vraiment en fait le projet et ses sous-processus en fonction donc justement de la composition et des éléments donc du projet. Toujours au niveau
niveau des challenges, on retrouve bien entendu plus que jamais l'importance du packaging. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est vrai que bien souvent on achète quelque chose par envie ou par coup de cœur. Et l'aspect esthétique devient de plus en plus important. D'ailleurs, on l'a remarqué avec nos clients qui nécessitent justement d'avoir un outil qui permette de faciliter la collaboration autour du packaging, que ce soit en fait le packaging pour gérer l'ensemble de ses spécifications, mais surtout l'artwork et la création graphique du produit. Donc là, on va proposer justement des fonctionnalités qui vont permettre donc de faciliter cette collaboration à la fois en interne, mais également avec les agences de design, les agences de traduction, etc. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, donc là je vais présenter la fonctionnalité dédiée à la collaboration autour de l'artwork. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a la possibilité de lancer cette fois-ci le processus dédié à la gestion de l'artwork. Comme vous pouvez le voir, vous avez en fait des tâches qui sont totalement différentes de ce qu'on a vu tout à l'heure, mais mine de rien, c'est quelque chose que l'on doit gérer au sein d'un projet. Donc là, on va retrouver notamment des étapes telles que l'initialisation du brief marketing, la création des artworks avec des boucles, jusqu'à l'obtention vraiment en fait de l'artwork désiré. Et tout ça en fait va être orchestré de manière automatique grâce à un workflow. Donc au niveau du produit, on retrouve sa composition, donc 2 emballages, dont un qui dispose d'un artwork. Juste en dessous, on retrouve justement les différentes propositions, puisqu'on peut justement en fait consulter plusieurs agences pour avoir des propositions différentes. Et comme vous pouvez le voir, la proposition 2 et 3 ont été refusées. La première version de la 1 a été également refusée. Et là, j'en ai une nouvelle qui vient d'être proposée. Donc je clique sur la pièce jointe, chose que je n'aurai plus à faire avec la nouvelle version puisque ce sera directement intégré, pour consulter l'artwork. On constate en fait que cette version est à valider, mais qu'il y avait une version antérieure. Donc au travers de l'historique, j'ai la possibilité justement en fait de consulter toutes les versions antérieures. Maintenant, l'objectif, c'est justement de faciliter la collaboration et de bien prendre en compte les commentaires qui ont été faits autour de la création du design. Donc là, justement, une fonctionnalité qui permet de faciliter cette analyse, c'est la fonctionnalité de comparaison, où je vais pouvoir prendre la version 1 et la version 2 et comparer, soit par superposition, soit en faisant clignoter les différences, de manière à m'assurer que les commentaires qui avaient été faits sur la version 1 ont bien été pris en compte. Donc, comme vous pouvez le constater, vous avez un certain nombre de fonctionnalités dans ce viewer vraiment dédié à la création de graphiques, comme par exemple la possibilité d'avoir le densiomètre pour mesurer très exactement la couleur qui a été utilisée. Vous avez d'autres fonctionnalités également qu'on ne va pas forcément détailler, mais celle qui intéresse notamment, c'est la possibilité bien entendu de mettre des annotations ou encore de capturer du texte, c'est-à-dire par exemple pour la liste d'ingrédients, ce qui est extrêmement efficace, c'est de pouvoir capturer cette liste d'ingrédients pour en fait demander des modifications, supprimer, ajouter des choses sans avoir à tout réécrire. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai rajouté deux annotations, donc c'est vrai que ce vert n'est pas très joli, et l'agence s'est trompée au niveau de la contenance. Et donc une fois qu'on a terminé cette relecture, on peut en fait refuser cette proposition, ce qui va déclencher automatiquement une boucle, c'est-à-dire que l'agence va être notifiée pour reproposer une nouvelle version en prenant en compte les nouveaux commentaires, et ensuite je vais pouvoir être affectée pour procéder à la relecture ou à la validation. Donc, pour conclure, j'avais une question à te poser, Jean-Christophe. Selon toi, la révolution digitale, est-ce vraiment en fait une menace ou une opportunité? Penses-tu que le client a réellement le contrôle ou bien est-il contrôlé? C'est clair que l'actualité récente, juste sur les 2 derniers jours,
le problème Facebook avec le pillage des données personnelles qui ont servi aux élections américaines, la Chine qui lance un programme de surveillance du net pour faire une notation des différentes personnes et donc leur attribuer des droits et des punitions en fonction de leur comportement. Ça fait vraiment penser à ce film de Circle, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais enfin c'est quelque part un peu Google qui est visé. Bon, c'est la partie noire de la chose. Après, probablement que l'utilisateur, enfin, pardon, le consommateur est un petit peu manipulé par ces prescripteurs qui sont eux-mêmes désormais financés par les faiseurs de marques, mais il y a, je pense, quelque part une légitimité à ce que le consommateur ait son nom dessus. En tout cas, je ne sais pas si la question se pose véritablement, est-ce que c'est une opportunité ou une menace pour le développement de produits. Je pense que ce qui est une vraie menace pour le coup, c'est de ne pas avoir l'agilité de réagir avec la vitesse du marché. Et en tout cas, ça, on pense pouvoir l'apporter. Les tendances évoluent très vite. Quand un produit est blâmé sur le net, ça va très vite, il faut réagir très très vite. Et celui qui a l'agilité a probablement, lui, pour le coup, un coup d'avance. Voilà, c'est à peu près ce conclusion que j'arrive à en tirer. Voilà. D'accord, merci.